Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez los quiero invitar a mi nueva sección. Yo quise abrir una nueva sección que se va a llamar Pixel Viñetas. Y en esta nueva sección voy a compartir con ustedes como las otras dos grandes pasiones que tengo o a las cuales me dedico, que son los videojuegos y los cómics. Y aunque no soy un gamer empedernido, sí trabajo en la industria de los juegos de video de hace varios años. Entonces quería contarles sobre mi experiencia, compartir lo que he vivido y aprendido, especialmente para los amigos que quieren, de Latinoamérica, que quieren de pronto ingresar a la industria o estén pensando entrar en este mundo, pues les quisiera compartir algunas experiencias, ayudándome de algunos invitados, de gente que conozco. Entonces en cada video vamos a explorar distintas profesiones dentro de esta industria. Y en este primer episodio voy a entrevistar a un amigo que se llama Amin Rabi, espero que lo esté diciendo bien, en el video lo vamos a ver cómo se pronuncia, y que es programador y es el CEO de Frantic Studio. Muy interesante su vida, entonces, para que vean no solamente la experiencia de un programador senior, sino a su vez una persona que incursionó verdaderamente en hacer juegos de manera independiente. Entonces, muy interesante esta conferencia. Les voy a dejar también algunos links de los cuales vamos a hablar, algunas información como el juego, el cual va a salir próximamente. PowerPlay, de hecho, ya está la demo disponible para los que quieran jugarlo. Se lo recomiendo mucho, es un juego de estrategia, se llama PowerPlay y los invito a probar. Entonces la entrevista va a ser en francés porque mi amigo pues habla francés. Entonces, qué pena con ustedes esta primera entrevista. Yo la subtitulé a la mano, entonces, qué pena con ustedes, pero sí, qué pena la molestia. Por los subtítulos. Entonces, disfruten de este video y cuéntenme en los comentarios qué profesión les gustaría conocer de la industria de juegos, si están interesados en arte, en diseño de juegos, en economía, en narrativa. Cualquier cosa, háganmela saber y yo pues estaré contactando a la persona. Entonces, bueno, espero que les guste esta sección y que la disfruten y los invito también a ver mi trabajo personal en pintura y dibujo, que es la otra parte de mi canal. Bueno, muchas gracias y los dejo con el video. Hasta luego. Record. Donc, Yes. Amine, comment ça va? Salut Bienvenue. Camilo, ça va très bien, ça fait plaisir de te voir. Et moi aussi. Bienvenue à mon canal de YouTube, parce que si c'est en espagnol, donc channel de YouTube. Donc, bienvenue bon, c'est ça, tu sais, c'est une nouvelle section que je fais dans mon channel qui s'appelle Incept Studio. C'est une section que j'appelle Pixel Vignette. Et j'invite à des professionnels de l'industrie des jeux vidéo à parler de leur métier et de leur expérience pour partager un peu avec le public hispanophone. C'est la plupart de mon public de mon channel, c'est d'Amérique latine. Donc voilà. Donc, bienvenue. Une première question, Amine, avant de commencer. Ton nom de famille, comment est-ce qu'on le prononce? Parce que j'ai eu toujours ce doute. Tout le monde pose cette question, c'est Réoui. Réoui. OK, parce que ça vient d'où? Okay, ça vient de quelle origine, Amine? C'est marocain. C'est une origine marocaine. Excellent, marocain. Oui. Parfait. Et bon, bienvenue, merci d'être ici. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir aujourd'hui. OK. On va se remonter, on va faire un peu interview de travail, un petit peu, mais un peu plus relax. Donc, on va commencer par les débuts. Pourquoi tu es tombé dans les jeux vidéo? Est-ce que tu savais que tu allais travailler dans les jeux vidéo quand tu étais, avant de commencer une carrière, disons, quand tu étais à l'école secondaire? Non, je ne savais pas du tout. C'était un peu par hasard. Je crois que j'ai commencé comme 90% des gens dans l'industrie. On commence en tant que joueur. Et j'avais commencé au début, c'était sur la Sega Mega Drive. C'est connu comme Sega Genesis en Amérique, mais c'était une console de Sega sur lesquelles j'avais commencé à découvrir les jeux. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui m'attirait, c'est de savoir comment les jeux fonctionnent. Ça m'attirait plus que le plaisir de jouer. Et donc, ça a été le Mega Drive. Ensuite, j'ai découvert les jeux sur PC.
Puis ça m'a vraiment, je pense vraiment donné vraiment la volonté de m'approfondir, parce que sur PC, les jeux, c'est souvent des expériences qu'on peut jouer pendant longtemps. Sur la console, c'est des petits jeux, tu as une collection de jeux que tu essayes, mais sur PC, tu peux prendre un seul jeu puis le jouer pendant 6 mois ou 1 an. Et à ce moment-là, je suis vraiment tombé en amour avec les jeux PC, surtout les jeux de stratégie. Et surtout aussi que sur PC, on peut essayer d'éditer des images, d'écrire du code. On peut faire commencer à découvrir les métiers qui sont reliés aux jeux vidéo. Fait que une fois que j'ai découvert les jeux PC, c'était un point de non-retour. Puis c'est là que j'ai décidé de me lancer dans la programmation. Et à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme formation pour toi, ou au Maroc par exemple? Qu'est-ce qu'il y avait disponible à l'époque pour les gens qui sont intéressés dans les jeux vidéo, qui étaient intéressés C'était quand j'avais commencé, c'était dans les années 90, early 2000s. À ce moment-là, il y avait rien de relié aux jeux vidéo spécifiquement. Tout ce qu'il y avait, c'était des formations en informatique générale. Fait que tu apprends les bases de données, les langages de programmation. Et il fallait faire le lien entre ça puis le jeu vidéo. Fait que à l'époque, les ressources qu'on avait, c'était vraiment sur Internet. Mais à l'école, il n'y avait rien de vraiment directement relié aux jeux vidéo. C'était un terrain vierge. Je pense que c'est un peu la même chose. C'était un peu la même chose en Colombie. Il n'y avait pas vraiment de métier programmeur, par exemple. Il appellent ça ici systemas, ça veut dire IT en général. Donc, tu faisais un degré d'informatique générale. Mais à l'époque, on n'avait pas les métiers. Je pense que les mots programmeur, ça a apparu plus tard dans l'histoire. Oui. Je pense même, peut-être ça a commencé dans l'industrie qu'on appelle ça programmeur. Parce qu'ailleurs, les gens disent des ingénieurs ou comme IT spécialistes à l'extérieur, mais dans le jeu vidéo, on dit programmeur. Puis justement, à l'extérieur, on s'attend à ce qu'un ingénieur, il connaisse comment réparer un ordinateur. Tu sais, on s'attend à ce que tu connaisses plein de choses qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, qui est vraiment spécialisé. Les gens de la rue, là, les gens à pied, des gens communs. Oui, exact. Les parents, les amis, la famille. On dit ça ici, les gens d'à pied, ici en Colombie. Les gens normaux, là, qui sont pas. Monsieur, madame, tout le monde. Et sinon, dans quelle université tu as fait l'université, j'imagine? Oui, j'ai fait une université au Maroc avec un cursus d'informaticien. C'était un Bachelor of Science in Computer Science. Puis la particularité de mon université, c'est qu'il y a le cursus américain, même si c'est basé au Maroc. C'est que c'était intéressant pour moi d'apprendre l'informatique en anglais comme si j'étais aux États-Unis. Ça, je pense, ça donne un petit edge. Dans l'industrie, toutes les ressources qu'on a, c'est de l'anglais. Il y a très peu de ressources. Bon, au Maroc, en arabe, il n'y en a quasiment pas. Et dans les autres langues, il y en a encore moins. C'était un cursus de 4 ans qui m'a préparé à avoir mon premier job à Ubisoft. C'est là que j'ai eu beaucoup de chance parce que à l'époque où j'étudiais, il y avait Ubisoft qui était basé en France, qui est venu s'implanter au Maroc. C'était dans les années 96 à peu près qu'ils sont implantés. Puis moi, j'ai eu mon diplôme en 2006. Donc, ils étaient déjà bien établis au Maroc. Ils étaient prêts à recruter des étudiants. Puis, on n'avait pas beaucoup de gens qui étudient au Maroc et qui sont intéressés en jeux vidéo. C'était l'époque des Prince of Persia à ce moment-là ou c'était avant ou après les Prince of Persia? Oui, c'était les années 2000, Prince of Persia. Okay. Et que ça a commencé quand ils étaient en 96, ils faisaient des jeux comme Donald Duck. Je ne sais pas si tu connais Donald Duck. Je ne connais pas. Rayman, il faisait des... On va les installer, peut-être je vais les chercher après. Je les mettrai ici. D'accord, tu vas les compiler. Mais Prince of Persia, c'est venu dans les années 2000, effectivement. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé le Prince of Persia qu'on connaît, là, ce Sands of Time, en anglais. Il a été commencé par Ubisoft Casablanca au Maroc. Puis la core team est partie à Montréal pour s'élargir, puis faire la version sur console qu'on connaît tous. Et donc, j'ai eu de la chance qu'à ce moment-là, j'ai fini mon diplôme. Et donc, j'ai été embauché à Ubisoft Casablanca. Et puis, ça m'a permis d'accéder à Ubisoft Montréal et de faire ma carrière dans le jeu vidéo. Mais avant d'aller à Montréal, au Canada, Ubisoft Casablanca, c'est ça? Ubisoft Casablanca, oui.
Oui. Mais c'était quoi ton premier poste? C'était programmeur? On appelait déjà programmeur à ce moment-là? Oui, on appelait ça programmeur. C'était programmeur généraliste. Généraliste. Euh, Ok. Oui, parce que à l'époque, il n'y avait pas encore les moteurs de jeu, il n'y avait pas Unity, Unreal qu'on connaît maintenant, et que les compagnies développaient leur propre moteur. D'accord? Donc, il y avait les spécialités qu'on avait, c'était un programmeur qui va faire que du moteur, on appelle ça un programmeur moteur. Et à part le moteur, tu as des programmeurs généralistes qui font un peu de tout qui est en relation avec le jeu. Et dans la généralité, il y a aussi des programmeurs qui se spécialisent encore plus, qui font que du gameplay, que du UI, que du son, que du network. Mais moi, quand j'étais embauché, on ne savait pas encore quelle spécialité on allait me donner. Et j'étais embauché comme généraliste. Puis, une partie de ma mission, c'était de découvrir quelle spécialité je veux choisir pour devenir expert. Mais à cette époque-là, 2006, il y avait déjà les spécialités. Il y avait déjà. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus spécialisé, ou non? Il y a tout ce qui est graphique, tout ce qui est tools, ça existait depuis ce moment-là, toutes ces spécialisations actuelles. Ça existait moins, c'est moins qu'aujourd'hui. En fait, il y a un cycle de progression qui a commencé. Au début, vraiment au début de l'industrie, il n'y avait pas beaucoup de spécialités. Tu avais un programmeur qui faisait tout, absolument tout. Ensuite, vers les années 90-2000, ça a commencé à se diviser entre moteur et jeu. Donc, tu as des programmeurs qui font juste la technologie, puis des programmeurs qui travaillent avec les designers et les artistes pour faire le jeu. Et les spécialités dans les programmeurs de jeu, ce sont un peu, au fur et à mesure que les équipes grandissent, ils se sont divisés en gameplay, physique, son, networking. La AI, qu'est-ce que la AI, ça existe depuis longtemps. Le mot Non, AI, ça existe. Non, ça n'existait absolument pas d'AI. J'appelais des fois, il y avait un mot AI pour d'autres choses dans les jeux, non? Oui, on a toujours dit AI, mais ce qu'on veut dire par là, c'est du gameplay. C'est du gameplay programming, c'est pas exactement la AI comme telle qui est de nos jours. Oui, c'est pas du neural network ou des machine learning, rien à voir avec ça. On disait c'est du AI de base. Parce que quand les jeux de combat, par exemple, quand tu as un jeu de combat, ah non, là, on se combat avec la AI. C'est pas du tout ça. C'est juste un programme. C'est autre chose. C'est pas la même chose qu'on parle aujourd'hui. Ah, excellent. Oui. Bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est bien ça. Des choses oui, exactement. Aujourd'hui, quand on dit de l'AI, oui, on est plus proche du machine learning puis du neural networks qu'on connaît. Mais à l'époque, c'était juste du gameplay. Et je pense, donc, il y avait des spécialités, mais pas autant. Il y a comme il y a eu une explosion de spécialités dans les années 2010, à partir de 2010, où il y a vraiment des programmeurs qui font juste certaines choses comme graphisme. Même dans le graphisme, on va faire des spécialités, des sous-spécialités dans le graphisme, que de l'optimisation ou du shaders. Donc, les spécialités ont augmenté jusqu'à temps qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en train de rebaisser en termes de spécialité parce qu'il n'y a plus les moteurs. Il y a des moteurs qui sont déjà faits, comme Unity et Unreal. Et du coup, il y a plein de choses qui sont déjà faites. Bien sûr, oui, parce que si avant, il fallait faire les moteurs à la maison, et maintenant, Unreal et Unity ont pris comme la relève, donc ils font ce travail pour... Ils enlèvent cette partie du travail. Exactement, exactement. Aujourd'hui, les programmeurs, on devient un peu plus généraliste que dans qu'il y a 20 ans. Ou des gameplays, ou des choses comme ça. Ouais. Oui, cool. Bon, on finit Maroc. Donc, comment est-ce que tu as choisi? Ok, je m'en vais au Canada. Tu l'avais déjà dans ta tête que tu allais juste parce que tu voulais peut-être que Canada te donnait l'opportunité de grandir ou voilà. Pourquoi tu as choisi t'en aller comme ça? À l'époque, je n'ai pas choisi le Canada. Au fait, je voulais élargir un peu mon expérience et honnêtement, j'ai postulé en France, aux États-Unis, au Canada. Je crois même que j'ai postulé au Japon, à des compagnies au Japon. Il y avait un site très intéressant, gamesindustry.biz, qui avait des offres d'emploi. Fait que je postulais un peu partout parce que je voulais comme changer d'expérience au bout de 2 ans. Mais le Canada, c'est le seul où ça a marché. Et c'était relativement facile pour l'immigration d'aller du Maroc vers le Canada à l'époque. Les États-Unis, les autres pays, c'était vraiment très difficile de faire les procédures d'immigration.
On est dans quelle année déjà quand tu commences à migrer? On est en 2008. 2000, 2 ans après de faire une petite expérience au Canada, Oui. pardon, au Casablanca. Et tu vas directement au Ubisoft Montréal ou tu fais un petit stop avant ou tu fais autre chose? Non, je suis parti dans une compagnie qui s'appelle Other Ocean Interactive. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Ok. Ils sont à Newfoundland, dans le Eastern Canada. C'est une petite compagnie, à l'époque, c'était une start-up, il y avait 6 personnes et on faisait des jeux pour la Nintendo DS. Ah oui, C'est avec eux que Nintendo je suis parti. Oui, Nintendo Halifax. DS, qui existe pas. Comment? C'était Halifax ou c'était quoi la ville? Et St. John's. Saint John's. Oui, Saint John's. Oui. Oui, et parce que surtout à Saint John, c'est beaucoup plus facile d'immigrer dans les petites provinces comme Newfoundland, Nova Scotia. Quand tu viens au Canada, c'est plus facile d'immigrer là-bas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de main-d'œuvre. Oui, et c'est vite à partir là-bas. Oui, il n'y a personne là-bas. Et donc, c'est un peu, je sais pas, une stratégie, mais c'est ça qui a marché. Puis au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé 2 ans au Newfoundland, puis ensuite, je suis allé à Montréal, à Ubisoft Montréal. C'était plus facile de faire ça comme ça. Et là, c'était encore, à ce moment-là, tu étais encore programmeur généraliste, ou ça a commencé à changer un peu à ce moment-là, dans Newfoundland, la première expérience, là, dans cette compagnie-là? Tu faisais encore du programmation? J'étais encore à Other Ocean parce que c'est une petite compagnie, on était 6 personnes. J'étais encore généraliste, mais je faisais vraiment tout, le tools, le moteur et le gameplay en tant que généraliste. On était genre 2 programmeurs quand on avait commencé. À Ubisoft Montréal, c'est une équipe beaucoup plus grande. Fait que j'ai été embauché comme programmeur front-end. C'est quoi, juste vite fait, pour dire pour les gens de tout le monde, c'est quoi le front-end? Juste pour vite fait. C'est l'interface, c'est le UI, passe le menu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Mais les gens qui font ça à Ubisoft, on peut les considérer comme généralistes aussi parce que tu peux faire plusieurs choses, pas juste le front-end. Ouais. Et combien de temps tu as bossé à Ubisoft Montréal comme tel? Montréal, j'ai bossé pendant 2 ans sur Rainbow Six. Rainbow Six en plus, hein, la franchise connue. Ok, il y avait déjà sorti Assassin's Creed à ce moment-là. Je pense que c'était les premiers. Il était déjà sorti, oui. C'était en 2010, 2011. Oui, il y avait déjà la suite. Ils étaient en train de faire la suite d'Assassin's Creed. Rainbow Six, c'était encore en développement et personne ne connaissait que Ubisoft travaillait sur ça. C'était top secret à ce moment-là. Et puis, ça s'appelait Rainbow Six Patriots. C'est que les gens ne connaissent même pas le nom de code qu'il y avait avant. Et c'était quoi ton expérience? Parce que tu avais déjà travaillé à Casablanca et maintenant tu es à Montréal. Et l'expérience d'avoir travaillé dans une compagnie si grande que ça, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Juste pour parler un petit peu, si tu veux dire, qu'est-ce que ça apporte? Alors, Montréal, ça n'a rien à voir avec Casablanca. Montréal, c'est vraiment 2500 personnes. Oui. À Casablanca, c'était moins de 100 personnes, c'était beaucoup plus petit. À Casablanca, c'était vraiment l'expérience moyenne entreprise, des petites équipes. On était vraiment engagés avec les artistes, les designers. On collabore très étroitement. À Montréal, c'était une toute autre expérience. Il y avait des centaines de personnes juste sur le projet où je travaillais, sur Rainbow Six. Et donc, l'expérience, c'était, on connaît juste une petite cellule de gens qui sont directement liés aux fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Et que je connaissais comme j'interagissais avec 4-5 personnes sur le projet, puis les autres, j'avais aucune idée qui c'était. Par contre, ce qui est bien à Ubisoft Montréal, c'est qu'ils investissent beaucoup dans les formations, dans les événements. Fait qu'on avait beaucoup d'opportunités de faire d'apprendre des nouvelles choses, même si c'est pas lié directement au projet qu'on fait. Fait que je pense, j'avais l'impression j'avais plus de temps libre à Ubisoft Montréal et plus de temps pour apprendre des nouvelles choses. À Ubisoft Casablanca, j'étais tout le temps occupé, grind, non-stop. Oui, comme une petite compagnie plutôt, Ubisoft Casablanca, plus familiale, plus compagnie. Oui, ça dans une fin d'année qu'il y a les grands Ubisoft, qui est la grande compagnie. Plus la tendance était plus corporative, non? Les gens disent qu'ils sont là, ils ont beaucoup de perks, beaucoup de
des choses à des côtés, Exactement. bon, la vie, la belle vie. Ouais, Exactement, oui. Il y a beaucoup de perks. Tu as le gym, pour l'overtime, il faut avoir un approval. Donc, je pense que les gens se plaignent, ils pensent qu'il y a beaucoup de crunch time dans le jeu vidéo, ce qui est vrai. Mais quand même, dans une compagnie comme Ubisoft, tu es protégé un peu de ça. C'est quand même bien géré. Ok, bon, là, que là, tu décides de partir à Ludia, parce que c'est là où on sera rencontrés, ça sera plus tard, mais et pourquoi tu es venu à Ludia, si on peut le dire ici, qu'est-ce qui t'a attiré de passer du AAA à mobile? C'est vrai que les mobiles commençaient à ce moment, je pense, être fort. Oui, c'était en train de commencer en 2012. C'est un peu la même démarche que j'avais. C'est moi, au bout de 2-3 ans dans la même compagnie, j'aime bien explorer les autres possibilités. Je suis pas vraiment un gars qui va rester 15 ans dans la même à faire carrière. Je suis pas un carriériste. Je veux comme apprendre plusieurs expériences pour savoir, pour découvrir des nouvelles choses. Et à l'époque, à Ubisoft Montréal, j'ai beaucoup aimé le cadre, mais je sentais que je pouvais faire plus que ce que je faisais. Et à l'époque, justement, dans une grande équipe, on te force à te spécialiser dans une seule chose, tu vas faire que du front-end. Et si tu as l'habitude de faire des outils, des moteurs, le gameplay, et tu n'auras pas l'occasion de le faire dans une grande équipe comme ça où on te force à te spécialiser. Et donc, je cherchais des compagnies un peu plus petites où je peux faire plus de choses. Et Ludia, c'était parfait pour ça. C'était une compagnie beaucoup plus petite et j'avais l'opportunité de découvrir plus de choses, surtout que le mobile, j'avais pas encore fait ça. Et c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et c'est quoi maintenant les tâches à Ludia? Tu as changé, tu as fait d'autres choses. C'est quoi ton rôle de programmeur à Ludia déjà? Oui, j'ai été embauché comme Lead Tools Programmer Wow. à Ludia. Oui, j'étais un peu une évolution en termes de carrière, fait que je suis devenu lead. Et aussi en termes de compétences, est-ce que je travaillais sur les outils qui sont quelque chose à l'époque qui est très important dans le développement du jeu. Parce que quand on parle de moteur de jeu, de game engine, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'interface pour utiliser ce game engine, c'est à travers des outils qui sont développés par des programmeurs. Et donc j'ai été chef d'équipe d'une équipe de 6 personnes et on faisait les outils qui sont utilisés par les équipes de production de jeux à Ludia. Et donc tout le monde passait par nous pour avoir accès à ces outils-là. Et donc voilà, c'était. Parce que Ludia travaillait comme plein d'autres à l'époque, là, avec un moteur maison. Avec Oui, il n'y avait pas encore Unity. Unity, ils existaient, mais ils n'étaient pas encore pris au sérieux. Et c'était plus tard qui est venu comme vraiment apprendre la relève dans tout ce qui est mobile, comme vraiment tout, non? Oui, ils n'étaient pas pris au sérieux au début, parce que surtout que les compagnies avaient déjà investi dans leur in-house technologie, puis il n'y avait pas d'incentive à changer de technologie juste comme ça. Ça a pris du temps. Donc au début, c'était in-house, il fallait investir dans le moteur, les outils. Et c'était une période très, très intéressante. Oui, pour vous expliquer un peu, tu étais vraiment derrière les moteurs, tu n'étais pas assigné à un jeu comme tel, sinon c'était travailler pour la compagnie, sur les outils du moteur interne de la compagnie. C'était ça, hein? Oui. Donc, super, ok, excellent. Oui, exactement. Cool. Bon parcours. Mais après, tu décides de te mettre en indépendant, non? Après d'avoir... tu as fait une expérience avec notre studio. Ou c'est Deluya, ça a été ton dernier... Après Ludia, c'était ma dernière expérience, genre officiellement dans une compagnie de jeux vidéo. J'ai fait une expérience après avoir été lead tools programmer. J'ai été lead game programmer à Ludia. Fait que j'ai changé d'équipe. Je suis allé dans une équipe de jeu et on a développé un jeu qui s'appelle What's Your Story pour mobile. Oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé le jeu avec la in-house engine et on a switch vers Unity à la fin. Vous avez fait comment s'appelle ça les mots quand on porting? En porting, exact. Vous avez fait le porting des engins maison à Unity. À Unity. Ça, c'était vraiment intéressant pour moi de voir cette expérience et ça m'a servi même dans ma carrière en tant qu'indépendant de voir un jeu qui commence avec une technologie puis pouvoir le changer vers une autre. Et on a réussi à faire ça en un mois. C'était vraiment intéressant.
Et donc, après Ludia, j'ai décidé de devenir indépendant. C'est là que ça a commencé. Tu C'était en te 2018. lances comme ça. Ouais, je Dans me le suis lancé libre. comme ça. Je vais pas conseiller ça c'est Voilà. pas une démarche à conseiller parce On va parler plus tard des conseils que tu peux donner aux gens qui veulent se lancer comme toi. Ouais, oui, ouais, ouais. exactement. C'était un peu chaotique, un peu soudain, mais j'avais envie de le faire. J'avais soif Oui, d'essayer. prouver, essayer, ça fonctionne. Oui. Tu avais les rêves. Tu as les rêves hein, comme des Oui, réussites à exactement. compagnie et tout ça. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à la fin, veulent ça, non? Avoir un jeu à eux-mêmes, comme sa compagnie. Mais raconte-nous avec quel projet tu t'es lancé pour commencer là, ton expérience. Avec quoi, c'était quoi ton première idée, si on peut dire? Oui. Alors, c'est déjà juste parler de l'inspiration. Je sais pas si les gens se souviennent, mais en 2015-2016, il y avait un documentaire qui est sorti qui s'appelle The Indie Game Industry, ou Oh, The oui, Indie voilà. Game Oh, Developer. je ne l'ai pas vu, mais je vais l'ajouter aussi ici, dans Oui, les documents. Oui. exactement. Puis ce documentaire, il était très inspirant pour les gens comme moi qui travaillent dans des compagnies Ah, parce oui. que pour la première fois, on voyait des gens qui sont indépendants et qui arrivent à produire des jeux et qui ont un marché pour pouvoir vendre les jeux. Donc, on voyait les gens comme Jonathan Blow qui a fait Bread, Mhm. Super Meat Boy. On voyait des jeux qui étaient Fez aussi, qui étaient développés par des gens complètement indépendants qui arrivent à réussir sur le marché. Et que c'était en 2015-2016 que j'ai réalisé qu'il faut que je trouve moyen de faire cette expérience moi aussi. Alors, en 2018, j'ai fait le pas, j'ai sauté le pas, puis la première expérience, euh, honnêtement, ça m'a paru très difficile de faire un jeu parce que on en parlera peut-être plus tard, mais ça prend beaucoup plus qu'un programmeur pour faire un jeu, ça prend beaucoup de gens. C'est que j'ai décidé d'utiliser mes compétences de programmeur pour faire un moteur de jeu. C'est la chose avec laquelle j'étais familière. C'est que j'ai fait un moteur de jeu qui s'appelle Spider Engine, qui fonctionne sur le web Il et qui fonctionne permet à... encore? Il est fonctionnel? Si on va le voir, si on va le chercher aujourd'hui, il est là? Oui, Ah, il est cool. accessible en ce Il est moment. accessible. Ah, voilà, je Euh, vais laisser aussi les liens. Les gens qui oui, veulent le voir. je t'enverrai. Oui. Il est accessible et il permet à des gens de faire un jeu sur le web Oh, sans intéressant. installer de software. Wow. Et à l'époque, ça me paraissait comme quelque chose de super intéressant, donc je me suis lancé là-dedans. Alors, c'était ma première année. Malheureusement, après la première année, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de challenges à vendre cet outil-là, à vendre cette technologie. Parce que c'est des choses que j'ai compris a posteriori, mais grosso modo, dans l'industrie, c'est les programmeurs qui décident du choix du moteur. Ah oui? D'accord? Bon, on Oui, découvre des choses oui, ici. oui. Même si on pense que si on fait un outil pour les artistes ou les designers, que ça va être adopté, mais au fait, non. Dans une compagnie, c'est toujours un artiste, il va consulter avec un programmeur en interne et ils vont décider s'ils veulent adopter une nouvelle technologie ou pas. Mais le programmeur a beaucoup de poids dans cette décision. Et un programmeur ne va presque jamais choisir de prendre un nouveau moteur s'il n'a pas été prouvé dans le marché. Et Et que, c'est euh, suivant dans les gros studios, et ces personnes, c'est le technical director qui est oui, là. c'est technical directors, exactement. C'est eux qui décident et souvent pour choisir une nouvelle technologie, c'est une décision très lourde et ils peuvent pas faire confiance à un moteur qui a été fait par un indépendant. Souvent, ils vont choisir des moteurs qui sont déjà établis. Il y a plein de Donc, choses. oui, c'était un peu ça l'obstacle principal que Mm. que j'avais réalisé à vouloir à vendre mon moteur. Et c'est là que j'ai décidé de changer un peu mon activité, puis de devenir plutôt freelance, de faire des contrats de développement. Mhm. Donc, j'ai fait ça pendant des années. J'ai fait des sites web, des jeux pour des clients aux États-Unis puis au Canada. Mhm. En 2023, j'ai amassé un certain capital qui m'a permis d'investir dans le jeu sur lequel je travaille en ce moment. Donc, j'ai décidé de changer encore de direction, puis de développer un jeu de stratégie à temps plein. Donc officiellement, tu es maintenant un développeur de jeux, on peut dire. Oui, maintenant, finally, Finally, euh, après être euh, développeur d'un genre, tu es développeur de jeux en ce moment. maintenant, je suis revenu à À l'origine, qui est l'origine. développeur de jeu. Et je crois que maintenant, le contexte est un peu mieux parce qu'il y a des outils comme Unity, il y a des possibilités comme on peut utiliser
des assets sur le Asset Store. Oui, ça Donc, facilite. C'est plein de choses pas qui de rien. facilitent. C'est pas from scratch. Peut-être qu'il y a 20 ans, c'était from scratch. Et Oui, vous devez ramasser tous les assets par quelqu'un, les faire. Là, maintenant, tu as plein de. Tu peux acheter, comme tu dis. oui, exact. Maintenant, il n'y avait pas le Asset Store en 2015-2016, mais maintenant, c'est un peu plus facile de commencer. Même si tu es un programmeur tout seul ou un artiste ou un designer, c'est plus facile de au moins faire un prototype et voir si les gens sont intéressés. Puis, une fois qu'on voit l'intérêt, ben, on peut se sentir mieux pour investir, agrandir l'équipe ou embaucher quelqu'un pour aller plus loin. Et que aujourd'hui, c'est ça la démarche que je fais. Puis voilà, je pense que j'ai tous les outils puis toutes les chances pour réussir en ce moment. Ok, donc, ah oui, donc parle-nous un peu de ton projet actuel. Juste dans quel état il est, comment il s'appelle. Tu peux nous décrire un peu? C'est possible? Il y a quelque chose. Là, j'ai vu quelque chose sur YouTube et tout ça. Déjà, Oui, oui. c'est pas top secret maintenant, c'est lancé, ça s'appelle Powerplay. Powerplay, ouais. Oui, c'est un jeu de stratégie pour PC. Donc l'état d'avancement, on est proche d'avoir une bêta qu'on va présenter en janvier au Steam Strategy Fest. Ok. Ouais. C'est fait où ce fest? C'est fait online ou c'est fait quelque part dans le monde? C'est en ligne, oui. C'est en ligne, c'est organisé par Steam. C'est des festivals qui sont organisés 4 fois par an. Et il y a toujours des thèmes. Et le thème en janvier, ça va être les jeux de stratégie. C'est que ça va être le timing parfait pour révéler pour une version jouable de Powerplay. Excellent. Et au niveau de développement, je l'ai commencé en avril 2023. Oui. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi de développement pour arriver là. C'est beaucoup de travail. Oui. Est-ce que c'est possible, la question, c'est possible de faire un jeu one man jeu, une personne qui fait tout? C'est possible de faire ça? Alors, tu es comme l'exemple, non? Un peu une personne qui fait tout. C'est possible de faire ça? Alors, la réponse est oui et non. Oui et non? Et non, voilà, je suis désolé, mais oui, techniquement, c'est possible. Mais faire un bon jeu, alors à moins d'avoir vraiment des skills très avancés en art, en design et en programmation, ça va être compliqué. Il faut souvent avoir l'input de plusieurs personnes. Par contre, commencer et faire un prototype, oui, c'est possible avec le Asset Store et les moteurs qui existent. Et c'est quoi tu voulais nous dire un peu tes expériences, un peu comme négatives ou positives des premiers, quand tu voulais te lancer comme à faire un projet seul? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à éviter ou des choses comme ça, à pas faire les gens qui veulent recommencer aussi, qui ont cette idée de commencer son projet, son jeu? Je pense le conseil principal, si tu as un travail, de ne pas le lâcher. Voilà. Tu conseilles ça finalement? Oui. Après, intéressant. Même si, dans la réalité, des fois, on en a marre et on a envie de le lâcher pour focuser sur autre chose. Mais vraiment, ça rajoute beaucoup de stress, le fait de ne pas avoir un travail, puis d'essayer de faire fonctionner un projet qui n'est pas encore prêt. Fait qu'il vaut mieux prouver d'abord que ton projet fonctionne, fais un prototype ou quelque chose pendant que tu as un travail, puis ça va être beaucoup moins stressant. À ce moment-là, ça va être plus facile de lâcher ton travail. Et c'est ça l'erreur que j'ai faite. J'ai travaillé 1 an sur mon moteur de jeu avant de me rendre compte que c'était pas possible de le vendre. Ah oui, ça c'est une autre question. Est-ce que on a une façon de que les artistes, les programmeurs, les gens qui ont des idées des fois, mais qui n'ont pas l'information comme qui est liée à tout ce qui est vente, marketing, finance, tout ça, c'est une chose qu'on peut la trouver, c'est une chose qui nous manque. Comment est-ce qu'on peut se faire aider de quelqu'un pour éviter justement des surprises ou des choses comme des choses qui ont... Je crois qu'il y a beaucoup de auto-formation il faut compter sur soi dans ce domaine parce qu'il y a personne. Tu sais, quand tu es un artiste, tu travailles dans une compagnie, la compagnie va te former pour faire du art. Les programmeurs, c'est la même chose. La compagnie a intérêt à te former dans ton corps de métier. Mais quand tu veux toucher à d'autres corps de métier qui sont pas utiles pour la compagnie, c'est à toi de faire l'initiative.
Et je pense que il faut juste prendre conscience comme un self-assessment, puis prendre conscience que pour faire un jeu, il faut savoir des choses qu'on ne connaît pas, puis aller chercher ces choses-là. Et, les ressources, moi je pense que le meilleur ressource, c'est de voir les jeux indépendants. Puis aujourd'hui, on a la chance de voir beaucoup d'exemples de jeux indépendants qui existent et essayer de voir leur développement, comment ils se sont réalisés, ils sont faits par qui, c'est quoi le process, voir les indépendants, aller dans les Discord des jeux indépendants, les suivre et voir c'est quoi les process, essayer de prendre des leçons là-dedans puis de répliquer la même expérience. Excellent. Bon, dernière question, Amine, pour finir un peu l'entretien d'aujourd'hui. Le sujet des bases, la programmation, qu'est-ce que tu, aujourd'hui en 2025 presque, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent devenir programmeurs? Ça serait quoi une advice qui te vient à la tête comme ça aujourd'hui? Alors, je conseillerais de se lancer. Je pense que ce qui est détrimental aux programmeurs en ce moment, c'est il y a souvent des discussions interminables entre c'est quoi la bonne technologie, c'est quoi le meilleur moteur, est-ce que c'est Unity, est-ce que c'est Unreal. Puis je pense la réponse à ça, c'est il y en a pas. Il faut juste commencer et faire des jeux, participer à des game jams, faire des prototypes. Et au fur et à mesure que se développe, le programmeur va se rendre compte s'il y a des affinités avec un moteur ou pas. Et aussi, il faut savoir que rien n'empêche les programmeurs à essayer tous les moteurs. On n'est pas obligé de choisir un moteur puis de se marier pendant 10 ans. Donc, rien n'empêche d'essayer plusieurs choses puis de découvrir ses affinités. Mais à terme, c'est vraiment d'essayer de focuser sur le produit, pas sur la technologie. C'est que essayer de faire un jeu, un prototype, puis focuser sur ça, puis la technologie va suivre. Excellent. Bon, merci Amine pour être avec nous dans mon channel de YouTube. Et je te souhaite de bonnes chances pour ton projet PowerPlay. Donc, j'invite tout le monde. Je vais laisser toutes les informations dans la description. Si vous allez voir les jeux. Et si d'ici que je sors cette vidéo, on a la date pour le Steam Festival. On peut inviter peut-être il va y avoir une date précise, c'est ça? Oui, il y a une date précise, c'est le 20 janvier. Ok, donc je vais sortir ça aussi. Donc, tout le monde, les gens qui sont intéressés à la programmation ou qui veulent faire un jeu, donc je vous conseille de faire ça. Et bon, aller voir les jeux, tester ces jeux-là, ça va être très intéressant. Bon, Camille, merci beaucoup. Donc, avec plaisir. Merci à toi, Camille. Merci vraiment. Bye, bye. Chao, chao. Okay. Bye. Bueno, y eso es todo por hoy en Pixel Viñetas. Muchas gracias por acompañarme en este primer video. Si les gustó, no olviden dejar el like, compartirlo y suscribirse para no perderse las próximas entrevistas y contenido sobre videojuegos, cómics y todo lo que nos apasiona. Nos vemos muy pronto en la siguiente aventura. Hasta la próxima. ¡Chao!